À travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? À suivre, un camion a une drôle de façon de livrer à domicile. Un camion de 40 tonnes ne se renverse pas comme ça. Ces objets sont-ils en train de défier les lois de la gravité? Quoi? Ouais! Un éleveur de poulets nous concocte-t-il un petit déjeuner datant de l'ère jurassique? Nous savons que les poulets sont très proches du tyrannosaure. Ils partagent beaucoup d'ADN. Et une rivière de feu poursuit hommes, femmes, enfants et animaux dans la rue. Si vous voyez une de ces vagues arriver vers vous, vous feriez mieux de courir. D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! Oh! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Maintenant, à Lima, au Pérou. Le 23 janvier 2020. Une caméra de surveillance filme une scène de panique dans la rue. On a une vue dégagée sur une rue filmée par une caméra de surveillance. Et les gens passent en courant. Oh, ils courent comme s'ils étaient terrifiés. On dirait une scène d'un film catastrophe hollywoodien. On voit un enfant qui tombe et fait chuter sa mère. Il y a même des animaux qui courent. Que cherchent-ils à fuir? Ils tentent d'échapper à un grave danger. Soudain, un feu remonte la rue à vive allure. Oh, la rue est en feu. On ne voit aucun combustible sur la route et pourtant elle brûle. Ce n'est pas une flamme normale, on dirait une vague. On dirait un tsunami de flammes qui s'abat sur la rue. Son origine reste un mystère. On voit en effet des flammes qui remontent la rue. Mais qu'y a-t-il hors champ qui effraie tant ces gens? Tout le monde est clairement en danger. Les gens ont eu raison de courir. 30 personnes ont été tuées dans cet incident. Et l'auteur Jeff Belanger pense que cet événement pourrait être dû à la passion que vouent les Péruviens aux feux d'artifice artisanaux. De décembre à janvier, le ciel de Lima est illuminé par les feux d'artifice. La période des fêtes au Pérou commence avec la Noche Buena, c'est-à-dire le réveillon, et se termine lors du passage à la nouvelle année. Le Nouvel An à Lima est un événement spectaculaire et les feux d'artifice y sont pour beaucoup. Mais les feux d'artifice sont tout aussi beaux que dangereux. Aux États-Unis, rien qu'en 2017, 13 000 personnes ont été hospitalisées en raison de blessures causées par ces spectacles pyrotechniques. Et au Pérou, où la sécurité passe après leur passion nationale pour les feux d'artifice, le bilan fut encore plus lourd. En 2001, il y a eu un incident au Pérou lors d'un grand événement. Tous les feux d'artifice se sont mis à exploser. Les pompiers ont fouillé les décombres et ont réussi à retrouver plus de 235 corps. Hommes, femmes et enfants. Cette catastrophe fut l'un des incendies les plus meurtriers de l'histoire de Lima. Plus de 1000 tonnes de feux d'artifice ont explosé, entraînant un incendie qui a réduit en cendres 4 pâtés de maison en plein centre de cette ville surpeuplée. Un survivant se souvient de fusées qui sifflaient dans la rue. Elles ont mis le feu à un complexe et ont piégé de nombreuses personnes à l'intérieur. Beaucoup pensent que cet incident est la conséquence d'une législation trop laxiste sur les feux d'artifice au Pérou. Elle en autorisait la vente à tous les coins de rue de la capitale. Aussi fou que ça puisse paraître, toute cette histoire a commencé lorsqu'un pyrotechnicien a lancé un feu d'artifice qui a mis feu à tout ce qu'il y avait autour. Une malheureuse étincelle, un vendeur négligent,
suffisent à produire une explosion catastrophique. Le Pérou est désormais soumis aux réglementations parmi les plus strictes d'Amérique latine en matière de feux d'artifice. Mais ces restrictions ont créé un marché noir florissant. Il y a un énorme problème avec les feux d'artifice illégaux au Pérou. Ces feux d'artifice non réglementaires sont dangereux pour ceux qui les fabriquent et pour ceux qui les utilisent. En novembre 2016, les autorités péruviennes ont saisi 21 tonnes de feux d'artifice illégaux à Lima, puis les ont fait exploser à l'extérieur de la ville. Est-il possible que des feux d'artifice illégaux soient à l'origine de cet incident? L'expert en explosifs d'Hollywood, Matt Kutcher, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, doute que ce tsunami de flammes résulte d'un feu d'artifice qui aurait explosé. Regardez ça, on dirait une vague de feu. Tout le monde fuit quelque chose qui a déjà explosé ou pris feu. Je vais vous dire, c'est exactement comme quand les réservoirs de GPL explosent. GPL signifie gaz de pétrole liquéfié. Un carburant peu coûteux, généralement du propane ou du butane, utilisé pour le chauffage, la cuisson et comme carburant pour certains véhicules spécialement adaptés. Ce gaz est plus lourd que l'air, donc s'il se renverse, il s'écoule au sol. Un gaz inflammable au sol pourrait-il s'enflammer et provoquer une vague de feu dans une rue? Ça me semble possible. À moi aussi. On va voir si on peut reproduire cet effet. Un compartiment de garage dont le sol est bétonné jouera le rôle de la rue de Lima dans cette expérience. Bien, messieurs, je pense qu'on peut recréer ici cette couche de GPL au sol, non? Oui. Donc, si on arrive à libérer du propane et qu'on le contient dans cet espace fermé, qu'on le laisse descendre et se répandre au sol, les murs vont le contenir, exactement comme les trottoirs l'ont fait dans cette rue. Il va s'écouler au sol et on y mettra le feu, même si on ne le voit pas. On va voir si une vague de flammes se crée, comme ce qu'on voit dans la vidéo. Un système d'allumage électrique produira une étincelle qui allumera la flamme. Mais certaines parties de l'expérience sont difficilement maîtrisables. En effet, le gaz est invisible. Comme on ne peut pas voir combien de propane on libère, j'espère qu'on n'en mettra pas trop. C'est parti, mettez les gaz, on va créer une vague. Une fois que le gaz sort du réservoir sous pression, il se mélange à l'air et devient extrêmement volatile. Fais chauffer. Voilà. Bien, c'est parti. 3, 2, 1, vas-y. La caméra filme des hommes, des femmes, des enfants et des animaux qui fuient une vague de feu, semblant les pourchasser dans la rue. L'expert en pyrotechnie Matt Kutcher cherche à savoir si un déversement de gaz de pétrole liquéfié aurait pu provoquer ce tsunami de flammes. C'est parti, lâchez les gaz, on va créer une vague. 3, 2, 1, vas-y. Wow, ça explose. On a créé une vague de feu. En ralentissant la vidéo image par image, on distingue clairement la vague de feu qui se détache de l'explosion. Une vague de feu fonce droit vers nous. Elle est plaquée au sol. La ressemblance avec le feu de la rue de Lima est frappante. Vous savez, il suffit d'une petite étincelle pour créer une vague de feu terrifiante en présence de GPL. Il crée une couche au sol et d'un coup, ça explose. Cette expérience montre le potentiel létal d'un gaz pourtant présent dans la plupart de nos maisons. Chaque année, des fuites de gaz provoquent en moyenne 4200 incendies domestiques aux États-Unis, causant la mort d'environ 40 Américains. Si vous voyez une de ces vagues arriver vers vous, vous feriez mieux de courir. Les rapports de police indiquent qu'un accident de la route a eu lieu juste avant l'incendie. Un camion-citerne qui transportait près de 12 000 litres de gaz liquéfié a pris une bretelle d'autoroute trop vite et a heurté un nid de poule. L'impact a sectionné une conduite de carburant, ce qui a provoqué une importante fuite. Les personnes filmées ont réussi à s'enfuir, mais les autres ne pouvaient pas savoir que les flammes approchaient. 30 personnes sont mortes lors de cette tragédie, et la plupart d'entre elles sont mortes suite à de graves brûlures. Cette catastrophe est la conséquence de mesures de sécurité insuffisantes et d'une infrastructure défaillante. Et les personnes qui se trouvaient là n'ont pas eu de chance. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts.
Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Maintenant, dans la ville de Shenyang, en Chine. Le 8 octobre 2017. Dans un élevage de poulets chinois, un œuf s'apprête à faire éclore un monstre. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Cet œuf ne ressemble à aucun autre œuf de poule. La coquille est incurvée sur le dessus et une protubérance en dépasse. Cet œuf a une forme bizarre. On dirait presque qu'il a une queue. Il est absolument effrayant. Qu'est-ce qui a pu faire qu'une poule ponde un œuf de cette forme? Il se passe quelque chose de très louche. Pour la biologiste Karine Bondar, la texture de cette excroissance étrange lui rappelle quelque chose. La protubérance semble écailleuse, presque reptilienne, je dirais. Les poulets d'aujourd'hui sont étroitement liés aux reptiles. Les poules, comme tous les oiseaux d'aujourd'hui, font partie d'une sous-catégorie de reptiles connue sous le nom d'archosauriens. Ils remontent à près de 250 millions d'années. Les poulets sont relativement proches des alligators et des crocodiles. En réalité, les alligators et les crocodiles sont plus proches des oiseaux que de nombreux autres reptiles. Potvin pense qu'une sorte de régression biologique pourrait avoir provoqué l'émergence d'une excroissance reptilienne dans l'œuf. C'est ce qu'on appelle l'atavisme. Les gènes régressent à un état antérieur. Est-ce de cela dont il pourrait s'agir? Récemment, des scientifiques ont fait des expériences avec l'ADN des poulets afin de réexprimer d'anciens gènes. Cela leur a permis de faire naître des poulets bien particuliers avec des dents. En 2006, un biologiste du Wisconsin a créé un embryon de poulet avec un museau et des dents d'alligator. Mais les alligators ne sont pas les seuls parents étonnants et au croc acéré du poulet. Nous savons que les poulets sont très proches du tyrannosaure. Ils partagent le même ADN. De nos jours, le plus grand coq de la race des géantes de Jersey mesure un peu plus de 60 cm de haut et pèse 7 kg, tandis que le tyrannosaure aurait mesuré 12 mètres de long et pesé jusqu'à 10 tonnes. Cependant, les biologistes ont depuis longtemps noté une similitude entre les morphologies de ces deux créatures. En 2003, de minuscules traces de collagène ont été découvertes à l'intérieur d'un fémur fossilisé de tyrannosaure. Le collagène est une protéine qui forme les tissus conjonctifs de la peau, du cartilage et de la moelle osseuse. Lorsque le collagène du tyrannosaure a été examiné, on a découvert qu'il était très similaire au collagène trouvé chez les poulets et les autruches. Lorsqu'on observe un poulet, techniquement, on observe un dinosaure très évolué. Le paléontologue Jack Horner pense qu'en activant des caractéristiques ataviques dans les gènes des oiseaux, il pourrait être possible de rétro-concevoir des monstres préhistoriques. Des embryons de poulet avec un museau à la place du bec et des pattes de rapace. Cet œuf pourrait être la preuve de l'activation de gènes préhistoriques chez les poulets. Karen Bellinger découvre que la ville de Shenyang, en pleine expansion, offre les conditions parfaites pour engendrer un tel retour biologique en dehors de toute expérience scientifique. La ville de Shenyang, d'où provient cet œuf, est incroyablement polluée, au point que le fait de se promener et de respirer de l'air toute la journée équivaut à fumer 3 paquets de cigarettes. Shenyang a enregistré des niveaux de pollution de l'air 50 fois plus élevés que ceux jugés sans danger par l'Organisation mondiale de la santé. La qualité de l'air de la ville engendre des mutations chez les fœtus en développement. Est-il possible que nous assistions à une régression des gènes du poulet et qu'il s'agisse de quelque chose de similaire à un tyrannosaure? Si c'est le cas, nous devrions peut-être nous préparer à un avenir dans lequel nous croiserions des poulénosaures. Tout à coup, emmener vos enfants dans une simple ferme pédagogique deviendra une véritable sortie à Jurassic Park.
Cependant, la biologiste Karine Bondar pense qu'il est peu probable que la pollution puisse entraîner suffisamment de mutations ataviques pour transformer un poulet en un véritable dinosaure. Je ne suis pas convaincue que ce soit réalisable dans la nature. Il doit y avoir une autre explication. Un paysan en Chine filme une excroissance écailleuse sur un œuf de poule. Le biologiste Leslie Samuel estime que la protubérance présente un aspect reptilien et soupçonne que quelque chose d'inquiétant ait pu donner naissance à cet œuf hors norme. L'animal ayant produit cet œuf pourrait-il être un serpent? Au Moyen-Âge, il était communément admis que les serpents et les poulets pouvaient engendrer une descendance. Ces œufs ont été pondus par des poules, mais ce sont des serpents qui ont éclos. On dirait une légende médiévale. Pourtant, le 17 septembre 1881, le journal du National Tribune publie un article sur une étrange créature née à Marlton, dans le New Jersey. Un garçon a trouvé un jeune serpent et l'a fait cohabiter avec son poussin récemment éclos. Il les a élevés dans le même enclos et les deux animaux sont devenus amis. Les événements prennent ensuite une tournure plus étrange. Apparemment, la poule et le serpent ont vécu une histoire à la Roméo et Juliette. La poule a pondu des œufs, mais l'un d'eux était différent des autres. À l'éclosion des œufs, l'un des nouveaux-nés semble tout droit sorti d'un récit d'horreur médiéval. L'un d'entre eux a fini par éclore en une sorte de créature hybride dégoûtante, avec le corps d'un poulet et la tête d'un serpent, avec une langue fourchue qui sortirait pour humer l'air. On rapporte que l'apparence hideuse de la créature n'avait d'égal que son hostilité. Cet hybride diabolique s'avère incroyablement agressif et a tué les 8 autres de la couvée. Des gens de tout le comté venaient voir de leurs propres yeux cette erreur de la nature. Plusieurs articles de journaux ont fait état de cet incident et c'est devenu l'attraction du quartier. Si l'on croit ces témoignages, qui sait ce qui pourrait éclore de cet œuf? Il existe plus de 200 espèces de serpents en Chine, dont le redoutable cobra de Chine. Une étude taïwanaise révèle que sa morsure tue plus de 15% des personnes infectées par son venin. Un poulpan ou un cerlet en liberté pourrait être désastreux pour les citoyens de Shenyang. Cette ferme paraît désormais bien plus effrayante. Après la diffusion de la vidéo, l'œuf disparaît mystérieusement. Les scientifiques estiment qu'il est peu probable qu'un serpent et un poulet puissent engendrer une progéniture. Mais tant qu'on ne pourra l'expliquer autrement, les habitants craignent qu'un coq venimeux devienne un danger pour les habitants de Shenyang. Je ne regarderai plus jamais les poulets de la même manière. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, à Albany, en Ontario, au Canada. Le 9 septembre 2019, la caméra embarquée de Denis Lefebvre filme un camion devant lui. La vidéo commence de manière ordinaire. Je conduis sur une route dégagée, il est environ 17 h, il n'y a rien d'inhabituel. Puis quelque chose d'étrange se produit. Le camion dévie de la route. L'arrière du véhicule s'élève dans les airs et retombe sur le toit d'une maison à 2 niveaux. Ouh! Quoi? J'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lefebvre s'arrête pour voir si le conducteur et les habitants de la maison vont bien. Vous êtes là, à boire votre café, et la seconde d'après, un camion se retrouve sur votre toit. Le conducteur sort de sa cabine, confus mais apparemment indemne. Les propriétaires de la maison ne sont pas blessés, mais sont face à un mystère. Comment un camion a-t-il atterri sur le toit de leur maison? Un camion de 40 tonnes ne se renverse pas comme ça. L'énergie nécessaire pour que ça arrive est colossale.
C'est comme si une main géante et invisible avait soulevé ce camion et l'avait délicatement posé sur cette maison. On s'attend à voir ça dans un jeu vidéo, pas dans la vraie vie. Il n'y avait pas de vent violent le jour de l'incident, mais un témoin oculaire affirme qu'au moment où le camion a commencé à léviter, on a entendu un bruit fort. Le physicien Saad Sawarna estime qu'il est possible que les phénomènes soient liés. Ce grand bruit pourrait-il être responsable de la lévitation de ce camion? Le son a une présence puissante. Une musique forte peut faire vibrer les fenêtres. Un chanteur d'opéra peut briser du verre. Et des ondes ultrasonores peuvent fragmenter des calculs rénaux. Si on produit des ondes sonores plus puissantes que la force de gravité, qui attirent les objets vers le bas, alors on peut créer une lévitation acoustique. La lévitation acoustique se produit lorsqu'un son intense, généralement supérieur à 150 décibels, soit le même bruit qu'un moteur d'avion au décollage, est aligné sur une fréquence réfléchie appelée onde stationnaire qui peut suspendre un objet dans les airs. La lévitation acoustique pourrait-elle soulever ce camion dans les airs? Un conducteur canadien filme un camion qui s'envole dans les airs et atterrit sur une maison. Les témoins rapportent avoir entendu un bruit mystérieux et fort lorsque le camion s'est levé. La puissance du son aurait-elle pu faire léviter le camion? Très bien. L'ingénieur Nick Householder met cette théorie à l'épreuve. J'ai en ma possession des haut-parleurs ultrasoniques. Chacun d'eux est conçu pour émettre une onde sonore si aiguë que nous ne pouvons pas l'entendre. Si je parviens à produire une onde stationnaire entre ces deux haut-parleurs, il y aura de fait une onde sonore figée et des zones de haute et basse pression devraient pouvoir soutenir un petit objet comme un surfeur est soutenu par l'océan. J'utilise un oscilloscope pour m'assurer que les deux ondes sont alignées. On voit sur l'écran que l'onde jaune est à son maximum de puissance et son pic est aligné avec le centre de l'onde carrée. J'ai ici un petit morceau de mylar. Il est fin, léger et il réfléchit les ondes sonores. Il devrait donc pouvoir se placer dans les zones de basse pression que l'onde stationnaire crée entre les deux haut-parleurs. Voyons voir. Quoi? Ouais! Voilà un exemple de lévitation acoustique. Cela prouve qu'il est possible de faire léviter un objet avec des ondes sonores. Mais il y a un problème. Le mylar pèse moins de 20 grammes. Et le camion sur les images pèse environ 40 tonnes. Pour faire léviter quelque chose de la taille d'un camion, il faudrait une source acoustique énorme et une quantité immense d'énergie. Il faudrait des haut-parleurs de la taille d'un stade de football et l'énergie d'une petite ville entière. On ne voit rien de tel sur la route. Lorsque l'ingénieur mécanique Rachel de Barros étudie les images, elle remarque que le camion dévie de la route juste avant le moment de l'impact. Il s'agit peut-être d'un tremblement de la mort. Les jeeps et les camions ont un essieu solide, ce qui les rend sujets aux vibrations et aux secousses au niveau des suspensions et de la direction. Parfois, c'est tellement violent que ça peut conduire à ce qu'on appelle le tremblement de la mort. Ça peut arriver quand vous êtes en train de conduire et que vous heurtez une bosse. Et pas nécessairement une grosse bosse. Le choc va résonner à travers l'essieu avant et produira une cavitation qui s'auto-alimentera et s'aggravera. Un tremblement de la mort peut survenir à seulement 80 km/h. Tout à coup, votre volant balance de gauche à droite et il ne vous reste plus qu'à vous agripper fermement. Lorsqu'un tremblement de la mort survient, il peut déclencher une réaction en chaîne terrifiante. Si c'est de cela qu'il s'agit ici, alors ce qui s'est passé, c'est que la roue a dévié et a envoyé le camion dans le décor. On peut voir l'avant du camion s'enfoncer dans le fossé, ce qui a pu provoquer un effet de tremplin. Le poids lourd percute un poteau électrique qui se casse en deux et arrête le camion net. La force d'inertie du camion se déplace vers l'avant et cette force doit bien se déployer quelque part. Cette énergie redirigée soulève l'arrière du camion.
Mais Barros ne croit pas que cette inertie suffise à le soulever de près de 5 mètres. Il est peu probable que l'inertie à elle seule arrive à soulever l'ensemble de la remorque. Fait encore plus inexplicable, une deuxième secousse est visible juste après le moment de l'impact. Si l'arrière du camion était chargé de marchandises, celles-ci ont pu glisser lors du choc et ont pu pousser le camion à se lever. Au moment de l'impact, une cargaison non arrimée glissant vers l'avant aurait pu lever le camion dans les airs, comme un super-héros pourrait le faire. Le chargement d'un camion peut être mortel si la marchandise à l'intérieur de la remorque n'est pas attachée. Chaque pièce peut indépendamment glisser et lorsqu'on freine, elles peuvent se déplacer vers l'avant, jusque dans la cabine et tuer le conducteur. Une cargaison non arrimée peut déplacer le centre de gravité du camion et le pousser à faire des tonneaux ou le mettre en portefeuille. Ce qui pourrait passer ici pour une extraordinaire lévitation est en réalité un aperçu de la dangerosité de ces cargaisons cachées sillonnant les routes. On estime que 800 000 camions transportent des marchandises dangereuses sur les routes américaines chaque jour. Certains d'entre eux transportent des carburants explosifs et des produits chimiques toxiques. Ce qui signifie que ce modeste camion pourrait facilement devenir une arme très puissante. Cette fois-ci, tout le monde s'en est sorti. Je pense que la leçon à retenir est que le danger peut frapper là où on l'attend le moins. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Je commençais à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, Armstrong, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Le 3 août 2020. Un pompier filme les ravages d'un incendie de forêt ayant balayé une zone de terre agricole. Il marche dans ce paysage noir, décimé, ravagé. Les cendres s'étendent jusqu'à l'horizon, à perte de vue et dans toutes les directions. Le feu ne fait pas de discrimination, il brûle tout. Je me trompe? Un autel d'un blanc éclatant, avec une croix, une crèche et un ange, se dresse sur une petite parcelle de terre non brûlée. Je ne suis pas vraiment croyant, mais... regardez ça. Le champ entier est brûlé. Et regardez la zone autour de la petite Vierge. C'est immaculé. C'est comme si tout l'endroit était carbonisé. Hormis ce petit sanctuaire d'un blanc éclatant, il s'est imposé. Pris dans un incendie, on s'attend au moins à ce que, même s'il n'a pas brûlé, le sanctuaire soit recouvert de cendres ou de suie. Mais là, il n'y a rien. Il est absolument impeccable. Il se passe quelque chose de louche ici. C'est comme si une force invisible le protégeait. Un pompier en Argentine filme un spectacle incroyable. Un incendie ravage un champ et laisse mystérieusement intact un sanctuaire d'un blanc éclatant. Je suis pas vraiment croyant, mais... regardez ça. Le champ entier est brûlé. Mais regardez la zone autour de la petite Vierge. C'est immaculé. Des objets religieux et même des personnes ont déjà miraculeusement survécu à la chaleur et aux flammes par le passé. On dit que Jean l'apôtre, le dernier des proches alliés de Jésus, aurait été plongé dans de l'huile bouillante et qu'il en serait ressorti indemne. Son disciple Polycarpe fut attaché au bûcher et embrasé. Mais selon la légende, les flammes refusèrent de toucher son corps. Même aujourd'hui, de nombreux objets religieux semblent avoir échappé à la destruction de façon inexplicable. Après le 11 septembre, les pompiers ont retrouvé une Bible collée à un morceau de métal fondu dans un endroit où tout avait été complètement détruit. La Bible était ouverte à Matthieu, chapitre 5, le sermon sur la montagne. Pour les croyants, c'est la preuve certaine du pouvoir de Dieu. Et il choisit ce qu'il souhaite détruire ou protéger. L'enquête sur l'histoire tragique cachée du sanctuaire épaissit le mystère. Ce sanctuaire a été érigé en mémoire d'une fillette de 13 ans décédée dans un accident de voiture. Il se trouve loin de la route où elle est décédée. On est en droit de se demander pourquoi il est là. On pourrait penser à un miracle, mais il s'agit peut-être d'une histoire un peu plus sinistre.
L'historien Craig Gottlieb redoute que quelque chose de sombre soit enterré en dessous. Il doit y avoir quelque chose sous terre qui empêche le feu de se propager à cet endroit en particulier. Beaucoup de produits chimiques dangereux ont des propriétés ignifuges. Est-ce que ça signifie qu'il y a des déchets toxiques sous le sanctuaire et que c'est à cause de ça que le feu ne prend pas? L'Argentine semble être devenue la décharge mondiale des déchets dangereux. La ville d'Armstrong, où se trouve le sanctuaire, est située juste à côté des voies ferrées de Buenos Aires. Et Buenos Aires a un énorme problème de déchets. Ces déchets ne sont pas uniquement argentins. Le président Mauricio Macri a signé un décret permettant l'importation de déchets potentiellement toxiques dans le pays en 2019. À travers le monde, des criminels se salissent les mains pour gagner de l'argent avec les déchets. En Italie, la mafia gagnait plus de 16 milliards d'euros par an en collectant les ordures des villes pour ensuite les déverser illégalement dans la campagne. Un récent rapport d'Interpol indique que Buenos Aires est devenu le terrain de prédilection du crime organisé en Argentine. Ce sanctuaire serait-il construit au-dessus d'une décharge illégale qui empoisonnerait l'environnement sur des kilomètres? Je ne sais pas ce qui est le plus triste, l'existence d'une décharge illégale ou qu'un sanctuaire dédié à une fillette décédée repose dessus. Des pollueurs se sont peut-être servis du paysan et de l'homme qui a érigé le sanctuaire à leur insu pour brouiller les pistes. Néanmoins, les enquêtes menées sur le champ n'ont pas encore révélé de preuves de la présence de produits chimiques ignifuges dans le sol. Et de nombreux habitants voient la survie du sanctuaire comme la preuve d'une intervention divine. Un miracle? Une décharge toxique? On ne le saura peut-être jamais. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h à Canal D. Maintenant, à Dallas, au Texas. Le 28 août 2020, à 5h31 du matin, une caméra de surveillance filme l'entrée d'un pavillon. C'est une nuit calme et normale dans cette banlieue du Texas, jusqu'à ce qu'apparaissent tout à coup ces deux créatures étranges. Elles sont vraiment bizarres. Elles doivent faire 60 cm de haut et elles restent accroupies comme des gremlins démoniaques. Les intrus rôdent dans l'allée pour une raison inconnue. Plus je regarde, plus c'est effrayant. Quelles sont ces créatures tout à fait inhabituelles et d'où viennent-elles? Tout à coup, l'une d'elles tire quelque chose. Wow! Je ne m'attendais pas à ça. C'est dingue. Quelle est cette étrange lumière projetée dans le ciel? On dirait presque un tir de missile. Serait-ce une sorte de pistolet laser ou un appareil de communication? Des créatures qui se dandinent, des faisceaux lumineux. Difficile de ne pas faire le lien avec des aliens. La biologiste Karine Bondar pense que ces intrus pourraient venir du ciel. La façon dont ces créatures se déplacent, ainsi que leur aspect trapu et leur taille, me font penser à un oiseau nocturne bien particulier, le hibou. Le Texas compte au moins 11 espèces de hiboux, et ces oiseaux sont nés pour tuer. Si ces hiboux rôdent autour de la maison, les propriétaires feraient bien de s'assurer que leurs animaux de compagnie sont à l'intérieur. Les hiboux sont connus pour attaquer tout ce qui pourrait constituer un bon repas. En 2009, Sadie, le Spitz nain, a été attrapé par un hibou affamé à Davenport, dans l'Iowa. Les hiboux sont très territoriaux et ont la réputation d'attaquer les humains gratuitement, juste parce qu'ils sont sur leur territoire. Les hiboux foncent sur leur proie avec une puissance équivalente à l'impact ressenti par un être humain lors d'un choc avec un semi-remorque. En 2014, les citoyens de Purmerend, aux Pays-Bas, ont vécu une année de terreur à cause d'un hibou grand-duc. Il a foncé sur nous et il a attaqué ma cliente. Il l'a touchée ici, à l'arrière. Et il l'a blessée, à la joue.
Sur une période de 12 mois, ce hibou est responsable de plus de 50 attaques, laissant de nombreuses victimes ensanglantées et meurtries. Quand nous sortons après la tombée de la nuit, nous avons toujours un parapluie. Dans ce cas-là, il n'attaque pas. On dirait une scène d'un film d'horreur. Des hiboux qui s'approchent de près de votre propriété n'annoncent généralement rien de bon. Mais un hibou ne projetterait pas de faisceaux lumineux comme on le voit sur les images. Mais cette traînée de lumière qui monte en flèche, qu'est-ce que ça peut bien être? Une caméra de sécurité dans la banlieue de Dallas filme des êtres mystérieux rôdant sur une propriété. Peu après, l'un d'eux tire un projectile lumineux dans la nuit. Le physicien Chad Orzel examine de plus près les images. Au premier visionnage, on peut penser que ce sont des créatures qui lancent un faisceau laser dans le ciel. Le laser est différent des sources de lumière ordinaires car ces ondes lumineuses sont cohérentes. Elles sont donc concentrées en un seul et même faisceau étroit qui éclaire dans une même direction. Le laser est un excellent outil pour émettre des signaux de communication sur de très longues distances. Et la NASA l'a expérimenté dans le cadre de la communication spatiale. Est-ce qu'il s'agit de ça dans cette vidéo? Orzel arrête l'image et remarque que le faisceau tiré par les créatures n'est pas uni et continu comme celui d'un laser. Il est fractionné. Il se demande si le modèle de caméra de sécurité utilisé pourrait expliquer ce faisceau lumineux. Cette vidéo monochrome provient a priori d'une caméra à vision nocturne qui enregistre en infrarouge une longueur d'onde qui n'est pas visible à l'œil nu. Lorsqu'on utilise la lumière infrarouge, les choses ne ressemblent pas forcément à ce qu'elles sont. Des matériaux réfléchissants peuvent paraître beaucoup plus lumineux. Et ce qui nous semble être un faisceau laser est peut-être simplement un objet ordinaire qui réfléchit très bien en caméra infrarouge. Je pense que ce que nous voyons pourrait être une projection d'un liquide. Le physicien Chad Orzel pense que le projectile est une pulvérisation de liquide qui brille à la lumière de la caméra infrarouge à vision nocturne. Il propose une expérience pour tester sa théorie. J'ai ici une petite seringue pleine d'eau que nous allons prendre et faire gicler dans le champ de la caméra qui sera en mode vision nocturne. Nous allons voir à quoi ressemble cette eau lorsqu'elle est éclairée par la lumière infrarouge de la caméra. Donc je vais éteindre les lumières pour que la caméra passe en mode nuit. En mode vision nocturne, je vais projeter du liquide devant le champ de vision. Voyons à quoi cela ressemble. Eh oui, voilà. C'est très rapide en temps réel, mais si nous, on ralentit l'image, on voit que le jet d'eau est très brillant à la lumière de la caméra. Donc, dans la vidéo, il s'agit probablement d'un jet de liquide projeté par ces créatures. La biologiste Jade Lovell pense qu'un célèbre habitant du coin pourrait correspondre au profil de la théorie d'Orzel. Quel animal vit au Texas et est connu pour projeter du liquide super rapidement? La réponse est évidemment la moufette. Le liquide pulvérisé par la moufette est l'une des armes chimiques les plus puissantes que l'on trouve chez les mammifères. Les moufettes sont très fortes pour dissuader les prédateurs. Le liquide qu'elles projettent est aussi efficace que le gaz lacrymogène. La moufette produit cette substance à partir de glandes odorantes situées dans son rectum et peut projeter des jets de ce liquide nocif sur une distance pouvant atteindre 3 mètres. Cette infâme sécrétion contient des thiols, ces composés à base de soufre présents dans les oignons et qui font pleurer. Mais les thiols dans l'aérosol de la moufette sont beaucoup plus puissants. Ils sentent la carcasse en décomposition et cet aérosol peut provoquer une cécité temporaire, des toux et des vomissements. La puanteur est si forte qu'on peut la sentir à près de 2 km de distance. Les moufettes visent le nez et la bouche. À des doses suffisamment élevées, cela peut même être mortel pour les humains. Les thiols présents dans l'aérosol des moufettes sont hautement toxiques. Des scientifiques ont signalé qu'ils avaient des propriétés anesthésiques qui, à des concentrations élevées, pouvaient provoquer des pertes de conscience, une baisse du rythme cardiaque et éventuellement la mort. Quand on sait à quel point l'aérosol de la moufette est efficace, on n'a certainement pas envie de se promener en extérieur au Texas avec ces animaux qui rôdent.
Aussi puissant que soit l'aérosol de moufette, c'est une arme de dernier recours. La moufette peut mettre 10 jours pour régénérer ce muscle nauséabond après avoir vidé ses glandes. Ainsi, un duo de moufettes, seul dans une rue tranquille de la banlieue de Dallas, ne se mettrait pas à asperger sans raison valable. Ces animaux manifestent des comportements qui laissent penser qu'ils se sentent menacés. Le fait que je ne puisse voir sur les images ce qui leur fait peur me fait peur moi-même. Mais quoi d'autre pourrait rôder en dehors du champ de vision de la caméra? Des choses étranges sortent la nuit, alors soyez prudents lorsque vous vous promenez dans les rues.